Alphonse Onoula, on se retrouve à Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Dans quelques instants, nous allons retrouver le maire de Saint-Pierre, M. Christian Raffa, qui est en train de descendre les escaliers. Bonjour. 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 La première fois que vous avez eu l'occasion de monter ces escaliers, vous étiez comment? Ça fait quand même près de 6 ans maintenant. Ça fait un peu plus de 6 ans. Certainement très ému. Très ému. Et puis, je les ai montés difficilement parce qu'il y avait la lourdeur de la charge déjà sur mes épaules. Donc, c'était... Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? C'est difficile. Qui mène un caille Saint-Pierre? Qui s'est quitté Bamoin? Qu'est-ce qu'ils ont laissé pour pouvoir prendre en charge la ville? Non, je disais que je sentais la lourdeur de la charge parce que je savais déjà un certain nombre de choses. Bon, après, en cheminant, on découvre autre chose, mais au départ, je savais parfaitement où je mettais les pieds et dans quelles conditions. Sinon, c'était pas la peine. Je ne suis pas venu ici au hasard. Donc, j'étais conseiller municipal dans la minorité depuis 14 ans. Donc, je savais un certain nombre de choses. Et donc, je savais que la responsabilité était lourde, que les conditions seraient difficiles. Mais voilà, donc on a assumé avec l'équipe qui m'accompagnait à l'époque, parce que je n'étais pas seul à monter l'escalier. Saint-Pierre va mieux? Je crois que Saint-Pierre va mieux. Déjà, c'est la Chambre générale des comptes qui constate que nous sommes dans les obligations qu'ils nous avaient imposées. Hein, nous sommes dans les temps. Ça commence à s'améliorer, les urgences ont été réalisées, il y avait des travaux à faire, il y avait des choses que, même les urgences sociales aussi, on les prend à bras le corps. Donc les choses, l'horizon commence à s'éclaircir, mais on ne peut pas dire que tout est rose, hein. Il y a encore énormément de travail à faire à Saint-Pierre, mais nous gardons toutes nos ambitions pour Saint-Pierre et nous sommes relativement bien accompagnés par les collectivités locales, mais surtout par l'État, qui nous apporte beaucoup d'aide. Nous avons des investissements qui sont très lourds à faire et bien entendu une petite ville comme Saint-Pierre, 4200 habitants avec un budget qui est quand même relativement maigre, ne peut pas porter à bras le corps tout seul tout ce qu'il y a à faire. C'est quand même décoré, la ville de Saint-Pierre, il y a des décors pour les fêtes. Nous avons fait le minimum, mais il fallait quand même donner un peu de baume au cœur aux Pierrotins après cette année 2020 qui est très particulière. Une année, on ne peut pas dire une année noire, mais une année très difficile. On a été très limité en matière d'événementiel. On n'a pas pu faire de Mai de Saint-Pierre, on n'a pas pu faire la fête patronale comme il fallait. Bon, on a réussi à faire un festival qui vient de se terminer Filao, mais parce que les conditions sanitaires pouvaient être garanties, c'est-à-dire que le public était assis, distanciation, gel hydroalcoolique et tout, mais voilà. Donc on a tenu, et j'ai tenu avec mon équipe à ce qu'on fasse au moins la lumière un petit peu sur la ville à cette occasion. Et la population... comment elle a pris tout ça? Non, ça va. Hein. Je crois que globalement, bon, les gens n'auraient pas aimé avoir subi ce qu'on a subi, confinement, oui, couvre-feu, etc. Mais globalement, je sens que Saint-Pierre affronte la réalité. Hein. Et j'incite les gens à être prudents, même à travers les fêtes, parce que le danger n'est pas dans la rue, il n'est pas forcément... Parce que c'est aussi en famille qu'on se met en danger, quelquefois sans s'en rendre compte au travail. Je rappelle à mes agents tout le temps que c'est pas parce qu'on se connaît que la personne qui est en face de vous n'est pas déjà porteur du virus. Elle a peut-être croisé quelqu'un d'autre la veille. Donc le fait de se connaître, on fait tomber les masques assez facilement et c'est dangereux. Donc gardons les distances, gardons les règles d'hygiène sanitaire qu'on nous apporte, le lavage des mains, la distanciation, même en famille. Quelqu'un qui vient d'arriver de métropole par exemple, le fils, la sœur qui vient de... On ne sait jamais. Donc au moins dans les premiers jours, gardons la distance en attendant de voir si elle ne tombe pas malade. Après, bon, on peut s'embrasser, mais bon. Est-ce que vous avez mis en place, pour vous aussi, est-ce que vous êtes testé? Est-ce que vous avez mis en place des tests à Saint-Pierre? Les tests systématiques, non, mais oui, à la rentrée scolaire, nous avons testé le personnel parce qu'il fallait rassurer tout le monde, y compris les enseignants, de façon, dans les écoles, à garantir un cadre où les gens se sentaient mieux. Mais dans tous les bâtiments publics de la ville de Saint-Pierre, vous allez voir, vous avez la borne pour la désinfection des mains, le port du masque est conseillé à tous les agents,
des panneaux de protection de type, comment ça s'appelle, ces matériaux artificiels. Plexiglas ont été mis en place, nous avons filtré les entrées, maintenant bon, on s'est un petit peu détendu parce que le confinement est levé, mais toutes les précautions ont été prises pour garantir la sécurité des agents notamment. Dans la ville, ça a été les endroits tels que le marché ou autres bâtiments publics où nous avons demandé à respecter l'hygiène sanitaire. Et je conseille aux uns et aux autres de continuer parce qu'on n'est pas garanti de ne pas avoir une troisième vague si nous nous relâchons trop. Et je conseille, et je tiens à le faire en tant que biologiste, je conseille à tous ceux qui le peuvent de se faire vacciner. Il faut arrêter. Vous êtes pour le vaccin? À fond. Ah. Et s'il fallait... Parce qu'il y a des gens qui sont dans la crainte, qui se posent des questions. Qui sait comment est-ce que c'est en placebo? Qui sait comment est-ce dans le vaccin? Il y en a. Si vous êtes là, en pleine santé, c'est parce que nous avons été vaccinés quand nous étions enfants. Contre la polio, contre le tétanos, contre la variole, contre la tuberculose. Et ça nous a permis de survivre et de ne pas être handicapés, par exemple, par la polio ou autre. Pourquoi ce vaccin-là serait plus dangereux que les autres? Tous les ans, on conseille aux personnes sensibles, qui sont à risque par rapport à la grippe saisonnière, de se vacciner. Bon, depuis quelque temps, il y a une espèce de snobisme par rapport à un vaccin. Bon, oui, le vaccin va créer des petites réactions de type fièvre et autres pour certaines personnes, pas pour tout le monde, parce qu'il agit. Parce que tout médicament, c'est le pharmacien biologiste qui parle, quand il est actif, il y a des effets secondaires. Mais les effets sont seulement secondaires. Toutes les précautions ont été prises. Vous pensez qu'un vaccin qui dure, qui a duré pratiquement, on va dire 7 mois à peu près, c'est fiable par rapport à la dengue, il n'y a pas de vaccin, par rapport à d'autres maladies? Parce que la technologie, les nouvelles technologies permettent d'avoir un vaccin efficace très rapidement. C'est parce qu'on l'a fabriqué trop vite. Non, je crois que tous ces organismes... C'est une question, hein? Oui, j'entends bien, je veux y répondre. Ces organismes, ces sociétés qui mettent sur le marché les vaccins ne le mettent pas comme ça, comme on met des bonbons ou des chocolats sur le marché. Il y a des agences étatiques la FDA, par exemple, la Food and Drug Administration américaine, est extrêmement sévère pour les essais, etc. En France, n'en parlons même pas. Donc tous les pays ont demandé un certain nombre de garanties, des essais ont déjà été faits, et en fonction des résultats, efficacité ou absence de nocivité, on a autorisé la mise en vente sur le marché de ces vaccins. Donc à partir de là, on va continuer à observer, mais je veux dire que les gens qui craignent par exemple que l'ADN, les génomes, du virus se mélangent aux chromosomes de l'être humain, c'est une absurdité totale. Le virus, le principe du vaccin, c'est d'injecter ou d'absorber des composantes de la bactérie ou du virus. Et souvent, ce sont des organismes qui sont tués, qui sont morts, ou dont la pathogénicité est très diminuée, de façon à permettre à l'organisme de réagir, de se préparer pour recevoir le vrai virus ou la vraie bactérie vivante et en pleine forme. Donc, il faut qu'on m'explique comment on accepte de tomber malade par le coronavirus, en pleine forme, vivant, qui rentre dans vos cellules, qui se multiplie à l'intérieur, qui met la cellule à son service, qui se multiplie dans la cellule, qui éclate la cellule pour aller infecter d'autres cellules. C'est ce qui se passe avec le coronavirus. Et il ne se mélange pas à vos gènes. Et quand vous ressortez de la maladie, vous n'êtes pas transformé en moitié de virus. Donc pourquoi le vaccin, lui, il vous transformerait en moitié de virus? C'est une absurdité totale. Donc en tant que professionnel de santé, je dis et j'invite les gens à accepter ce vaccin parce que c'est peut-être la seule garantie que nous ayons d'éviter une troisième vague. Parce que quand tout le monde le sait maintenant, quand il y a plus de 60% de la population qui sera immunisée, nous aurons la véritable barrière qui empêchera de repartir dans la pandémie. Donc je crois qu'il faut faire confiance aux professionnels de santé. Et moi, si on me le proposait, je serais le premier à me faire vacciner. Nous allons revenir sur la Martinique, bien évidemment, puisqu'on parle de Saint-Pierre, ville d'arrêt d'histoire, on parle de la Montagne-Pelée, 1902. Là, on a appris que la Montagne-Pelée, zone orange. Jaune, pardon. Oui, classée en vigilance jaune. Vigilance jaune.
On l'a dit et répété. C'est craintif pour la population? Non, la population a déjà compris, heureusement, parce qu'on a eu des réunions publiques, notamment au marché de Saint-Pierre, où les scientifiques ont tenu à dire que bon, ça ne concernait pas la population, il n'y avait pas de danger d'éruption annoncé, il n'y a pas de nécessité de déplacer la population, que c'était une alerte entre scientifiques. La grosse discussion s'est faite autour de pourquoi avoir alerté la population pour une alerte qui ne concernait pas la population. C'est ça le problème. On aurait pu faire autrement. Je le dis et je le répète, maintenant c'est fait, mais la population a compris qu'il n'y a pas de danger. Les gens sont très calmes, vous n'avez qu'à faire des micro-trottoirs dans Saint-Pierre, tout le monde a bien compris. Maintenant, je dis que puisqu'on a tenté de nous apporter l'information qu'on avait déjà, que la montagne était vivante et qu'elle était active, eh ben c'est l'occasion de dire qu'est-ce qu'on fait. Vous pensez que le préfet, il a bien fait? La transparence sur l'activité de la montagne Pelée ne me pose aucun problème. Mais ça ne nous apprend rien. La dernière éruption, c'était de 1929. Les éruptions se sont terminées ça a duré pendant 3 ans. Il est clair que dans les années 60, la montagne bougeait plus, elle était plus chaude que maintenant, parce que ça faisait 30 ans qu'il y avait une éruption. Donc la montagne, elle vit. Donc quand on a des informations comme pour la météo sur l'activité de la montagne, ça ne me pose aucun problème. Maintenant, je dis, si on dit que la montagne est vivante, ça veut dire qu'il faut qu'on prépare éventuellement ce qui pourrait arriver dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, ou peut-être pas de notre vie, parce qu'un volcan, le volcan a 300 000 ans, il n'est pas entré en éruption toutes les années. Il se pourrait qu'il se passe 100 ans, ou 150 ans, ou 200 ans avant qu'on ne voit une éruption. Maintenant, il faut préparer. On ne sait jamais. Donc ça veut dire qu'il faut des infrastructures, il faut pouvoir se préparer à l'éventualité d'une évacuation de la population. Et puis, si, comme la ville jumelle de Saint-Pierre, qui s'appelle Antigua au Guatemala et qui vit au pied du Fuego, la montagne rentre en éruption, comment on gère ça? C'est aussi le Vésuve avec Pompéi, qui est un volcan actif qui rentre en éruption, et la population vit avec son volcan. Donc il faut que nous, on se prépare à vivre avec notre volcan, et c'est ça qui va permettre à la population d'être vraiment tranquille, parce qu'elle saura que l'État, la CTM, la ville, se sont coordonnés pour faire ce qu'il y a à faire s'il y avait une alerte évacuation, et ce que va être fait après pour gérer ce qui se passera pendant une éruption qui pourrait ne pas tout ça. Il y a une campagne pour avertir, pour sensibiliser la population, tout ça avec la CTM? Pas une campagne seulement, on va mettre en place, c'est ce que le préfet nous a promis, une espèce de cellule, comité de pilotage, je ne sais pas, qui va réunir les maires concernés autour de la Pelée, parce qu'il n'y a pas que Saint-Pierre. Avec les professionnels de santé, tout ça? Avec peut-être pas les professionnels de santé dans un premier temps, mais les professionnels qui travaillent dans l'observatoire, les scientifiques, avec la CTM, avec l'État, etc., pour que l'on puisse mettre en place, comme on le prévoit pour un tsunami ou autre tremblement de terre, il faut qu'on ait un plan face à une éventualité d'une éruption. Ça peut peut-être faire, oui, ça m'a dit, en créole. Vous préférez les pitons de la Fournaise, la Réunion, qui montent Pelée, et puis dangereux? Les pitons de la Fournaise, il a caché d'y fait tous les jours, pas ni pièce problème, c'est pas le même type de volcan. C'est ça le problème. Parce qu'il y a un volcan, il va créer ça, le volcan mon coin rouge, qui a laissé la sortie, qui a fait de belles images d'ailleurs pour la télévision, pour drone qui a venu, il a passé ça au journal télévisé, comme ça, c'est ça belle. Ça a fait même en attraction touristique, d'après ça marque ça. Mais la montagne Pelée, c'est pas même là. La montagne Pelée, la différence là, c'est que la pli épais, il n'a pas couler comme ça, et le cratère là pas ouvert. Donc la vla, il est plus visqueux. Ouais, la différence entre l'être en lait diffé, ou quoi mettre différent l'être là, il a monté puis il a coulé. Et puis ou quoi mettre en purée d'igname ou bien en purée de pommes de terre, en lait diffé. Et puis il a gonflé puis il a fait bouf, qui a pété. C'est un peu la différence. C'est-à-dire que Montanan, il a pas le même type d'éruption, ça s'appelle les éruptions de type péléen. Et c'est parce que nous avons sauvé les montagnes là, nous avons ici qui a gonflé, c'est machin, actuellement il calme. Hein. Mais ils sont en les montagnes pour garder qui manière montagne a évolué, pour que même là qui est pas arrivé nous en 1902, Montanan il gonflait,
pas tenir surveillance à un moment là. Il pétait, parce qu'il faut que la sortie en manière, c'est ça qui crée les nuées ardentes. Et c'est ça la différence. La fournaise, c'est pas qu'à faire nuée ardente. Voilà. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est bien d'informer les téléspectateurs. Le but de Téléantilles, c'est cela. Le maximum d'informations, rassurer ces mounants, et puis ça a fait nous plaisir. Et puis ça a fait nous plaisir d'être à Saint-Pierre, ville d'Ardessoir. C'était première ville Martinique aussi. On appelait à l'époque le Petit Paris. Le Petit Paris des Antilles, c'était une belle histoire, et d'ailleurs, c'est des bâtiments qu'en en France, hein, qu'en Paris. Hein. Les bâtiments. Un style différent, mais nous tenions une très très belle ville. Ça qui l'est, qui ça Saint-Pierre semblait, c'est aller, si on y chance, aller à la Nouvelle-Orléans. En Louisiane, aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans, il y a un quartier, le French Quarter, le quartier français de la Nouvelle-Orléans, c'est exactement comme ça Saint-Pierre était avant. Il n'y a pas de niveau le grand pour voilà. Donc nous tenions une très très belle ville avec de très belles maisons coloniales, comme ça, il en reste encore des traces. Et voilà. Et donc le monde entier n'a retenu, et la France en particulier, que l'éruption. Nous avons un mémorial qui est capable d'éruption, c'est ça qui fait que Saint-Pierre connaît Saint-Pierre dans le monde entier, mais il n'a pas que ça. C'est pour ça que nous avons un deuxième projet, qui est un SIAP, Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Les travaux ont démarré là à l'instant, et ce centre qui va venir en complément du musée va nous parler du Saint-Pierre d'avant 1902. On va voir à quoi ressemblait Saint-Pierre sur le plan architectural et tout ça, et on va voir aussi peut-être les projets d'avenir pour Saint-Pierre. Donc ça c'est pour dans 2 ans. Donc il y a un deuxième musée en quelque sorte qui est parlé du Petit Paris des Antilles. Voilà. Pas uniquement de l'éruption. On est passé vous voir Téléantilles, bien sûr, à Saint-Pierre, c'est par rapport aux événements, et puis par rapport à l'actualité concernant la montagne Pelée, la Grande Dame, hein, qu'on voit à chaque fois, il découvert par moment. C'est toujours magnifique d'aller faire un petit tour à la montagne Pelée. Mais, monsieur Limer, je ne crois pas parler franchement. Est-ce que Laurent Laria, il a interpellé pour des problèmes, pour des barrières qui ne peuvent pas aller Saint-Pierre, pour des barrières qui ne peuvent pas aller Martinique? C'est pas dans la RIA seulement, hein. Tout le temps, on a réussi à administrer. Il n'y a pas les moins de petits et de grands problèmes. Avant toute chose, c'est mon qu'à veiller au quotidien. Voilà. Donc il y a beaucoup de petits problèmes à régler, beaucoup de problèmes petits peut-être, mais importants pour des gens, tout le temps. Tout le temps, les gens arrivent dans la RIA, il n'y a pas les moins de... On va savoir un quartier qui n'a pas des lumières. J'ai le quotidien de tous les maires. Ça vous remonte? Bien entendu, et heureusement. Ça me remonte par lien direct, mais aussi par mes colistiers, les élus de la majorité qui sont... ils entendent, ils ramènent, nous on demande au service d'agir. C'est une équipe qui est au travail, une équipe politique, une équipe administrative pour répondre et Dieu seul sait si on a des problèmes, parce qu'on a une ville qui a une particularité, elle a été rasée en 1902, elle n'a jamais bénéficié d'un plan de réhabilitation. Et donc, il nous faut corriger encore des choses. Par exemple, là, on vient d'obtenir un financement pour la réhabilitation de 3 rues au quartier fort qui n'ont pas été réhabilitées depuis 1902. Donc, nous ni ça à gérer. Et en plus de... Bon, voilà, on a un plan lumière, par exemple, parce que l'éclairage public a été fait dans les années 70. C'est complètement obsolète, avec des boîtiers qui sont dans un état pas possible. On vient d'obtenir un financement de plus d'1 million d'euros pour refaire complètement l'éclairage public. Donc ce sont des rues que l'on termine, là par exemple la rue du Général de Gaulle, qu'on termine. On a des bâtiments publics à réhabiliter. Donc il y a les petits problèmes quotidiens, des problèmes sociaux à gérer. C'est le CCAS qui travaille à apporter secours à des gens qui sont... Parce que Saint-Pierre, c'est pas une ville très riche, hein. Il y a une population qui est très en souffrance socialement. Donc il faut qu'on gère tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire, monsieur le maire. Quand on voit la Martinique dans les sujets d'actualité, dans l'actualité, qu'on voit des déboulonnages, la jeunesse qui s'énerve pour beaucoup de choses, il est très poignant. Qu'est-ce que vous en pensez quoi? Je pense que... j'en parlerai pas plus tard qu'hier soir avec mes élus, que l'urgence, c'est que quand on est un responsable politique, qu'on prenne en compte la souffrance sociale des gens. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est à faire pour la Martinique est connu.
c'est dans les tiroirs depuis très longtemps, les grands plans de... on n'en est plus là, on n'est plus dans les recherches idéologiques. Vous pensez que ça rechirurgie? Quoi? Ben, certains auraient tendance à vouloir remettre des problèmes institutionnels, etc. C'est pas ça qui a intéressé ces mounants. C'est mounants dans l'urgence, c'est déjà dans Bouzé, ça nous a fait payer. Le fait qu'il y ait 4000 personnes qui chaque année partent de Martinique pour aller chercher de l'espoir, de l'ouverture, c'est pas normal. Nous sommes un pays quoi, qui peut permettre ces mondes d'arrêter. Et donc, il faut vraiment qu'on prenne à bras le corps, le concret des Pirotins, la désespérance que l'on ressent et dont tu parles là, vous parlez. Il faut absolument qu'on analyse et qu'on apporte des réponses, mais immédiates, concrètes. Les mondes panis de l'eau en Martinique ne peuvent pas faire politique en ça. Nous cabas ces mondes de l'eau parce que c'est la première des alimentations des êtres humains. Avant même de manger, on a besoin de boire. Donc il n'est pas question de faire de la politique politicienne là-dessus. C'est ça qui désespère les gens. Et chlordécone? Chlordécone, bien sûr, c'est un problème qui date des années 70. Il faut qu'on traite le problème de façon méthodique. Vous pensez que c'est bien traité? Excusez-moi de... Je ne peux pas juger si c'est bien traité ou pas. Il y a des plans qui sont mis en route. D'ailleurs, le questionnement, il est ouvert. Hein. Les gens peuvent apporter leurs réponses. Je suis aux côtés de ces travailleurs, des anciens travailleurs agricoles, qui demandent à ce qu'on reconnaisse certaines de leurs pathologies comme pathologies relevant du travail, hein, enfin je cherche le terme, bref, maladies du travail. Donc il faut aller méthodiquement chercher les solutions à apporter à toutes ces questions. C'est un vrai problème. Mais il n'y a pas que le chlordécone, je le dis encore une fois, il y a des pesticides qui ont été utilisés qui ne s'appellent pas chlordécone. C'est toutes des méthodes, des pratiques qui ont généré des problèmes de santé chez les gens et qui maintenant doivent changer. Il y a beaucoup à dire. Un sujet qui vous tient à cœur pour Saint-Pierre? C'est faire que Saint-Pierre puisse, de par son passé, de par son potentiel, par la valorisation de son patrimoine que nous laisse cette malheureuse catastrophe de 1902, puisse faire vivre les Pirotins de cette richesse-là. C'est-à-dire qu'à partir de là, que nous puissions avoir un développement économique fondé là-dessus, sur un tourisme culturel, patrimonial, qui recherche l'authenticité du pays aussi, et qui puisse profiter à travers le commerce de façon générale, non seulement la restauration, tout ça, mais aussi aux artisans. J'aime bien voir tous les touristes au marché de Saint-Pierre, quand il y en a beaucoup, ça fait vendre les marchandes, ça fait acheter nos produits, les gens aiment l'authenticité, aller manger des acrailles. Ça peut nous paraître banal, mais c'est une façon de faire tourner l'économie, c'est une façon d'ouvrir les possibilités. Vous allez voir la petite artisane qui est là, qui fait de la céramique, il y a des gens qui s'intéressent à ça, donc nous voulons amener les clients potentiels pour l'économie de Saint-Pierre sur la base de ce que Saint-Pierre a de mieux à vendre, à savoir ce passé, cette histoire, ce patrimoine, et à partir de là, que les Pirotins en profitent, que ça crée de l'emploi, c'est notre souhait le plus cher. Et nous ne sommes pas les seuls à y penser, parce qu'au-delà de ça, ça sert aussi à la Martinique. Donc nous allons passer convention avec le comité martiniquais du tourisme pour que Saint-Pierre représente un élément d'attractivité majeur du tourisme martiniquais. Monsieur Christian Raffa, on vous remercie. Merci beaucoup à vous.